Coucou, j'espère que t'as pas la grippe. Aujourd'hui, et comme d'habitude, je suis à la pointe des tendances puisque j'ai décidé de vous faire un petit Do I Have This Book Challenge. Le principe, il est assez simple et dans tous les cas, je pense que vous l'avez déjà vu 1000 fois sur le BookTube Game, tout ça, tout ça. L'idée globale est de sortir des livres de sa bibliothèque, donc des livres papier quoi, qu'on peut toucher, qu'on peut sniffer, qu'on peut brûler même si c'est très mal. On sort des bouquins de notre bibliothèque selon certaines caractéristiques dictées par le challenge et formulées sous forme de questions. Petite mise en scène. Est-ce que j'ai un livre qui est bleu? Réponse. Non. Non, j'ai pas de livre bleu. Mais voilà. Alors de mon côté, j'ai surtout vu des vidéos où les booktubeuses se précipitaient à mesure qu'elles découvraient les questions pour trouver le bon livre dans leur bibliothèque. Bien sûr avec des passages accélérés sur certaines questions, parce que des fois il faut compter des pages, très chiant. Et du coup c'est pas du tout ce que je vais faire, parce que globalement je suis une grosse feignasse. Voilà, que ce soit en termes de bouger mon divin séant à chaque fois, ou bien de tourner debout. Voilà, on est sur de la feignasserie maximale. Et puis il y a aussi la question du montage, j'ai pas envie de m'embêter à faire des accélérés, etc., etc. Mais aussi et surtout, car oui, ici vous saurez absolument tout, du côté de ma bibliothèque, c'est un bordel absolu. Et je ne me sens pas encore extrêmement à l'aise avec l'idée de révéler au monde entier mon incompétence domestique. Première question, est-ce que j'ai un livre avec des pages non rognées? Alors, j'en ai, mais c'est des bouquins de boulot, donc du coup je ne les présente pas car je me suis fixé comme règle ultime sur cette chaîne de ne parler que des bouquins que je lis pour le loisir et non pas pour le travail. Pour le travail. J'ai mieux qu'un livre avec des pages non rognées. J'ai un livre mâchouillé. Eh oui, voilà. Je vous mettrai une petite photo du coupable en question. Il est très mignon, c'est mon petit chat, il est tout doux, mais il est un peu concon et il adore bouffer tout ce qui lui passe à proximité de museau. Dans ce livre, que je vais présenter brièvement parce que même si mon petit chien est très mignon, je peux pas faire une vidéo entièrement sur mon petit chien. Enfin, bien sûr que si, je peux faire une vidéo entièrement consacrée à mon petit chien. Alors, il s'agit de La Chandelle dans le vent de Terence H, parce que je ne me rappelle jamais de son middle name, White, qui est le tome 4 du cycle La quête du roi Arthur, série dont vous avez tous et toutes probablement déjà entendu parler, ne serait-ce que parce que c'est ce cycle qui a été adapté par Disney pour faire Merlin l'Enchanteur. Le cycle a été écrit au XXe siècle par notre ami White qui a eu une enfance difficile, une adolescence compliquée, et c'est un euphémisme, et qui ensuite, durant toute sa vie d'adulte, s'est bagarré entre sa morale extrêmement droite, etc., autour du contrôle de soi, et ses perversions, parce qu'il était attiré par les jeunes garçons, très probablement homosexuels, ce qui n'est pas une perversion, mais à l'époque c'était une perversion. La pédophilie, par contre, si on reste sur de la perversion, c'est caca, c'est mal, mais du coup, White se bagarrait avec ça, et il n'a jamais commis un crime avec un enfant. Bon point pour White. Merci d'avoir été un être humain décent. Contrairement à ce que son personnage d'auteur extrêmement torturé, etc., laisse à présager, les premiers tomes de La quête d'Arthur sont très drôles. C'est léger, c'est drôle, mais en même temps c'est philosophique. On retrouve les idées de White sur ce que devrait être le monde humain, c'est-à-dire un monde pacifié, cultivé, etc. Et quand on arrive au tome 4, c'est plus du tout la même ambiance. Et le titre est assez évocateur, quoi. La chandelle dans le vent, la vie qui vacille, etc. Puisqu'on est à la fin de la vie d'Arthur, qui est à l'aune de sa bataille ultime, en fait, contre son fils Mordred. Et qui a un peu tout perdu, qui est un peu dans la panade. Donc c'est un tome qui est beaucoup plus sombre et torturé que les autres. Voilà. Et mon petit chien l'a mâché. Toujours intéressant à souligner. Question 2, est-ce que j'ai un livre avec 3 personnages sur la couverture? J'ai un peu galéré parce que la majorité de mes bouquins n'ont pas vraiment d'illustration, c'est des trucs super abstraits. Mais bon, j'ai ressorti pour l'occasion ma vieille édition du Seigneur des Anneaux. Donc sur le tome 2, on a 3 personnages. On a du coup Frodon, Sam et Gollum. Même pas que je vous résume, que je vous en parle, parce que ça vaut une vidéo à lui tout seul. Et mon petit nez me dit que je vais très bientôt sortir une vidéo sur le top 5 de mes sagas fantasy préférées. Et il en fait partie.
Question 3. Est-ce que j'ai un livre qui est basé sur une autre fiction ? Alors, j'ai choisi M pour ma belle d'Hélène MacDonald. C'est une autobiographie d'Hélène MacDonald qui raconte un petit peu comment est-ce qu'elle a fait son deuil d'une personne très proche d'elle qui est décédée. Elle va en fait, lors de ce deuil, se plonger sur les traces de White, hein, voilà, le même, la Kelly Arthur, voilà, dont j'ai parlé il y a approximativement 1 minute et quelques, voilà, donc tu t'en souviens normalement. Le personnage Hélène, donc l'autrice, rêvait depuis toujours d'être fauconnière. Ce deuil est pour elle l'occasion de faire l'acquisition d'un autour, donc qui est un rapace qui est connu, qui est réputé pour être le rapace le plus difficile à dresser. Et pour réussir à dresser cet oiseau, elle va se plonger dans toutes les sources bibliographiques que White a lui-même consultées, utilisées, sur lesquelles il a écrit, car lui-même était un passionné de fauconnerie, de chasse, etc., en plus d'être un fan de mythes. Alors, j'ai lu ce bouquin en 2017, je ne l'ai pas relu depuis, mais il m'avait vraiment énormément marqué parce que la plume est super claire. La plume, c'est drôle pour une histoire sur la fauconnerie. C'est nul! Donc pour le coup, je sais pas du tout si je le relisais maintenant, une fois que j'ai lu beaucoup d'autres trucs de White, je sais pas si ça me plairait toujours autant. Question 4. Est-ce que j'ai un livre dont le titre fait exactement 10 lettres ? Typiquement le truc que j'avais absolument pas envie de filmer, parce que voilà, faut compter là comme ça sur les petites étagères, enfin c'est long, c'est chiant. J'ai donc choisi Outre Sable de Hugh Howey. Hugh Howey, c'est celui qui a fait Silo, une saga que j'avais énormément appréciée, notamment à cause de son personnage principal, Juliette, qui reste dans mon cœur pour toujours. Et Outre Sable, on va dire que j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu claustro en fait, comme le promettait plus ou moins la 4e de couverture. Et en fait, j'ai pas eu ça. L'histoire, très rapidement, on est sur du post-apo, notre monde moderne a été complètement recouvert par les sables et les survivants, des générations plus tard, font commerce de nos objets à nous, genre une cafetière par exemple, qui sont enfouis sous les sables. Donc le but, c'est de plonger avec une combinaison. Pas vraiment de plonger, parce que c'est des combinaisons un peu bizarres qui sont connectées à ton esprit et qui te font mouvoir dans le sable, enfin Ouais, c'est le sbeu! Donc nous, on va suivre plusieurs membres d'une même famille qui sont tous à des degrés divers, des plongeurs, et voir un petit peu comment ils se débrouillent, comment ils survivent. 5e question. Est-ce que j'ai un livre dont le titre commence et termine par la même lettre ? Il s'agit de Sur les ossements des morts, d'Olga Tokarczuk. Et c'est vraiment trop bien. Donc ce bouquin, c'est une sorte d'enquête qui se place dans un petit village des Sudètes, où une petite mamie, une petite vieille plutôt extravagante, qui va enquêter sur des assassinats commis dans la région. Assassinats qu'elle va très rapidement attribuer à des animaux qui seraient revenus se venger des humains. Je peux pas dire en fait que la résolution soit extrêmement étonnante non plus, mais j'ai adoré l'ambiance qui se dégageait, une ambiance qui est extrêmement froide, où on suit cette petite mémé qui a l'air d'en avoir gros sur la patate, on va dire, et aussi comment tous les autres personnages vont la traiter. Alors comme on peut s'y attendre, il y a un gros message en faveur du végétarisme, voire du véganisme, et c'est pas non plus trop culpabilisant pour les carnistes, donc je recommande. 6e question, est-ce que je possède un livre poche ? Oui, je possède un livre poche. Donc j'ai choisi de présenter un livre que je n'ai pas encore lu, donc qui est La bonté des femmes de Ballard. C'est une amie qui me l'a prêté, parce que elle et moi ne sommes pas du tout d'accord sur la place des femmes dans l'œuvre de Ballard, ni sur les représentations en fait qu'il en a. Donc je l'ai pas encore lu. Je vais m'y atteler, mais vu qu'avec cette amie on est à peu près d'accord sur rien, je m'attends à tout. 7e question. Est-ce que j'ai un livre écrit par un auteur sous pseudonyme ? Donc j'ai compris cette question comme le fait qu'un auteur a un pseudonyme, donc que sur le livre il y ait son pseudonyme, et non pas que ce soit un auteur avec son vrai nom qui écrit d'autres livres sous un pseudonyme. C'était pas clair, mais donc bref, j'ai choisi de parler de Marguerite Yourcenar. Ça c'est rigolo, ça fait 2 livres à la suite que je présente que j'ai pas encore lu, donc Le temps se conscrit peut-être, je ne sais pas du tout ce que ça va être, mais c'est du Marguerite Yourcenar, donc c'est forcément bien. Donc oui,
Marguerite Yourcenar, c'est pas son vrai nom. En réalité, elle s'appelle Marguerite Klinenwerk de Créancourt. Donc on est assez loin du Marguerite Yourcenar. Alors question 8, est-ce que j'ai un livre dont le titre est le nom du personnage principal? Ouais. J'ai pas mal hésité, je vais présenter l'un de mes préférés dans cette catégorie, donc Lavinia d'Ursula Le Guin. C'est pas forcément son plus connu, il me semble. Ursula Le Guin, on la cite énormément sur la fantasy parce que sa fantasy est vraiment top. Lavinia, un petit peu moins. Alors que pour moi, je trouve que c'est une de ses plus belles réussites. Clairement, je suis archi fan de ce bouquin. Lavinia, en fait, c'est un personnage de l'Énéide. Vous savez, l'Énéide, c'est la guerre de Troie, mais du côté des Troyens, et ça se passe peu ou prou en même temps que l'Odyssée. Énée, c'est un Troyen qui participe à cette guerre, qui se prend une fessée. Énée va vivre plein de folles aventures avec ses compagnons et sa famille jusqu'à arriver dans le Latium où le roi du coin va lui dire « Hey, prends ma fille !» Et donc la fille en question, c'est Lavinia. Le souci, c'est que Lavinia, elle est déjà fiancée à quelqu'un qui s'appelle Tournos, je crois. Ce qui va provoquer en fait une guerre, une petite insurrection, etc. dont Énée sortira vainqueur, bien évidemment. Donc alors ce qui est assez stylé, c'est qu'en fait ce bouquin, c'est pas l'histoire de cette guerre avec Énée en personnage principal, etc. Non, en fait c'est l'histoire de Lavinia qui, dans l'Énéide, a une place qui est ridicule. Elle est toute petite, genre elle tient en quelques lignes. Et donc du coup le parti pris d'Ursula Le Guin, c'est de prendre Lavinia et de la doter en fait d'un sens un petit peu méta comme ça. Et on va voir du coup ce personnage pendant tout le bouquin qui va se plaindre de ne pas exister dans l'Énéide. Et du coup là maintenant, elle a une voix. Elle peut parler, elle peut s'exprimer, raconter elle comment elle a vécu les trucs. C'est un personnage incroyable. Alors, les plus pour lire ce livre, c'est d'Ursula Le Guin, c'est extrêmement bien écrit, c'est très bien travaillé. Il y a pas mal de mythes fondateurs qui sont expliqués. Il y a aussi des mythes un petit peu moins fondateurs que je ne connaissais pas. Donc, je les connaissais tellement pas en fait qu'à un moment donné, je me suis demandé si c'était de l'invention ou pas. Donc non, c'est pas de l'invention, c'est des vrais mythes qui existent mais que je ne connaissais pas. Voilà, donc shame on me. Le personnage est insolent, impertinent, très drôle. À lire, c'est vraiment un régal. Question 9, est-ce que j'ai un bouquin avec 2 cartes? Alors, oui, j'ai pris Six of Crows tout simplement parce que c'est le seul que j'ai actuellement dans la bibliothèque qui a 2 cartes. Donc, les cartes en question. Talk et Talk, formidable. Je l'ai lu il y a pas très longtemps parce que j'étais en train de faire plus ou moins de petites recherches sur le young adult fantasy parce que je n'aime pas ça et je voulais comprendre pourquoi. Donc celui-là en fait, bonne surprise. Comparé à tous les autres que j'ai lus, il est vraiment cool. J'ai plein de reproches à lui faire. Mais là, je vais juste en présenter très rapidement quelques-uns parce qu'ils me tiennent à cœur et je pense qu'il faut en parler. Déjà, l'un des protagonistes, donc qui est le leader en fait de cette petite bande de voleurs slash voyous des rues d'une espèce d'Amsterdam fantasmé, donc Kaz, a un handicap, donc il a une jambe qui est un peu raide, qui le fait extrêmement souffrir et il doit s'appuyer sur une canne pour se déplacer. Donc moi, à chaque fois, je suis extrêmement emballée quand il y a des personnages dans de la fantasy ou de la SF ou autre écriture de l'imaginaire qui ont des handicaps. Et là, j'étais super saoulée parce que on sait exactement comme d'habitude, c'est-à-dire on dit « Hey, cette personne a un handicap », mais cet handicap va l'empêcher de faire rien du tout. Je crois qu'il y a que dans le tome 2 où à un moment donné, il peut pas faire quelque chose à cause de sa mauvaise jambe, entre guillemets, mais c'est tout. Genre, le mec souffre, c'est dit à plusieurs reprises, en fait, genre, il va courir, il va porter des gens, il va se battre, etc. avec cette mauvaise jambe. Mais en fait, ça n'empêche rien. Donc c'est une représentation d'une personne qui a un handicap qui, à mon sens, est pas aboutie du tout. C'est comme si, bon bah voilà, ok, il a un handicap, mais au sef, quoi. Enfin, et non, je veux dire, si tu mets un personnage qui a un handicap, tu dois écrire dessus. Ce handicap, ça fait partie de lui, c'est ce qui le fait en tant que personnage aussi. Donc pourquoi est-ce que... pourquoi faire comme s'il n'avait pas d'handicap ? Genre, c'est ok d'avoir un handicap, mais... voilà, fais-le affronter des difficultés, fais-le vivre des aventures...
avec sa canne et sa mauvaise jambe et en respectant ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas faire, quoi. D'un autre côté, il a aussi bon, attention, là je spoil un peu, il a également un handicap mental, donc il a une phobie de foule, enfin, il a un côté très agoraphobe et il a très peur, enfin, il a absolument horreur de toucher les gens. Ça, pour le coup, je trouve que c'est un petit peu mieux géré, que ce soit en termes de rapport avec les autres personnages ou en termes d'accomplissement des missions. Là, pour le coup, c'est un handicap qui est exploité, entre guillemets, qui est pas caché en disant non, mais juste il a un peu mal et il se force. Non, là, du coup, ça a de vraies conséquences, donc je trouve ça intéressant. Donc voilà, je pourrais encore dire pas mal de trucs sur ce bouquin, mais je vais m'arrêter là, je pense. C'est pas trop tôt. Question 10, est-ce que j'ai un livre qui a été adapté en série ? J'ai un petit peu cherché, et j'ai retrouvé au fin fond de ma palle American Gods de Neil Gaiman. Je l'ai pas encore lu. J'ai quelques réticences à m'y mettre parce que j'avais commencé la série et elle m'a pas plu du tout. Mais d'un autre côté, Neil Gaiman, il a écrit avec Pratchett Good Omens, que j'adore, qui est absolument génial. Donc du coup, je me demande si je vais retrouver un petit peu de tout ce qui m'a plu dans Good Omens dans American Gods. Donc on verra. Et peut-être même que lire le bouquin me permettra de redécouvrir la série ou de m'y plonger vraiment. Question 11. Est-ce que j'ai un livre qui a été écrit par une personne qui n'est pas connue comme étant un auteur ou une autrice ? Donc j'étais super hypée par cette question parce que je m'étais dit je vais pouvoir parler d'Abd al-Malik puisque son livre Méchant de blessure est sorti il y a pas très longtemps. Donc je m'étais dit ouais, c'est super. Et en fait je ne le retrouve pas. Non, c'est pas vrai. Je sais pas où il est. Mais c'est super. Un que j'ai retrouvé, c'est Carnet de bal d'une courtisane de Griselidis Réal, qui, je sais pas si elle est davantage connue pour ses livres, enfin ses œuvres, ses poésies, etc., ou pour son activisme et son militantisme. Donc Griselidis Réal est une prostituée suisse, enfin était, puisqu'elle est décédée en 2000 et quelques, je crois. Carnet de bal d'une courtisane, je crois que c'est un des rares objets que j'ai pu lire, écrit par une prostituée, qui n'est pas complètement fantasmé. Je mets beaucoup ce bouquin en rapport avec tous les écrits, les blogs, etc. que Katsumi a fait. Donc bon, Katsumi n'est pas une prostituée, c'est une actrice de porno. Mais en fait, je retrouve bien les deux, c'est-à-dire ce sont des femmes qui ont un vocabulaire, qui ont une plume et qui en fait écrivent pour défendre leur profession. Carnet de bal d'une courtisane, en gros, se compose de deux parties. Une première partie qui est une sorte de répertoire index des différents clients que Griselidis Réal a reçus. Et la deuxième partie, c'est plus de la poésie, des écrits un peu engagés, etc. Et en fait, en quelques phrases, ces clients vont être synthétisés. Par exemple, Charles, français, virgule, habite la campagne, virgule, gentil, doux, normal, 150 francs français, sucé, baise. Alors, si je suis pas super fan de la prose de Griselidis Réal, j'aime bien sa poésie en soi, et surtout en fait je salue son militantisme, son activisme, et même si je suis pas forcément hyper d'accord avec toutes ses positions, là on dépasse complètement le cadre littéraire. Hein. Là je parle de positionnement politique. Je vous encourage vraiment à lire cet ouvrage, à découvrir le personnage de Griselidis Réal qui a fait un travail incroyable pour le droit des prostituées, pour l'archivage, pour la création d'un fonds documentaire de tout ce qui traite aux travailleuses du sexe dans son appartement. Vraiment c'est un travail de ouf et juste pour ça, ça mérite de se pencher sur ses écrits. Question 12. Est-ce que j'ai un livre avec une montre ou une horloge sur la couverture ? Ça va aller très vite parce que non. Voilà. J'en ai pas. Ah bah je suis ravie. Alors, question 13. Est-ce que j'ai un recueil de poésie ? Oui, donc j'ai envie de vous présenter Le Gardeur de troupeau de Fernando Pessoa. Je suis pas du tout experte en poésie, mais je le rapproche assez facilement d'un Apollinaire, d'un Michaud, c'est-à-dire en fait des auteurs qui vont se concentrer beaucoup sur leurs émotions, leurs sentiments. Pour prendre une formule un peu convenue, en fait, le fait de s'analyser comme étant un voyage en soi, etc., voyage immobile, patati patata. Et si je présente ce bouquin en particulier, c'est parce que je l'ai acheté d'occasion, en partie pour ça. Bon, je regrette pas, les textes sont formidables, mais à l'intérieur, il y a l'ancien propriétaire qui a annoté. Et j'adore acheter d'occasion pour ça, parce que je vois les annotations, les gens qui parlent, et j'ai l'impression en fait qu'ils s'adressent aussi un peu à moi, en mode « hey, voilà ». Donc, par exemple, sur cette petite phrase, l'ancien propriétaire a écrit « moi ». Donc je vous lis ce dont il est question. « Je n'ai ni ambition ni désir. Être poète n'est pas une ambition que j'ai. C'est ma manière à moi d'être seule.
Il y a plein de moments où on est d'accord sur des poèmes, d'autres moments où on n'est pas d'accord. Et voilà, c'est la petite anecdote qui me fait un peu mes journées. Ouais, voilà, comme ça, j'ai un peu une vie triste, quoi. Bon, sinon, 3 mots très rapidement sur le style. On n'est pas sur du vocabulaire extrêmement compliqué. Les formes des poèmes, ça alterne entre des trucs hyper classiques à quelque chose d'un petit peu plus libre, donc c'est hyper agréable. Il y a un peu de tout dedans, j'ai pas, enfin forcément, comme tous les recueils, j'ai pas aimé tous les poèmes, mais Pessoa, franchement, j'y retournerai sans hésiter, quoi. Question 14, est-ce que j'ai un livre qui a gagné un prix? Et c'est ce que c'est écrit sur la couverture. Donc oui, il s'agit du Sorceleur d'André Sapkowski. Hop, écrit meilleur roman de fantasy, patati patata, David Gemmell, légende Howard 2009. J'ai découvert la saga en découvrant les jeux vidéo, en fait. Donc le 1, le 2, le 3 des Witcher. Le 2 est nul, n'y jouez pas. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé. Mais le premier et le 3 sont des pépites. Et quand j'ai commencé le 1, j'ai arrêté d'y jouer et je me suis précipitée sur les bouquins. J'ai tout lu. Pour du coup après reprendre le jeu vidéo en ayant les bases de la série, quoi. Le protagoniste, il est moche comme un cul. Voilà. C'est un espèce de mutant qui va chasser des monstres dans une espèce de campagne slave un peu dégueulasse. Enfin, c'est-à-dire elle est ravagée par la guerre, par la maladie, elle est corrompue. Donc voilà, de la dark fantasy bien comme je l'aime. Il y a quelques petits problèmes dedans, je trouve, qui choquent moi mes convictions. Mais je note quand même qu'il y a une très bonne représentation des femmes, notamment sous la forme de magiciennes, qui sont pratiquement un clan à part, une puissance politique à part, qui complotent, qui machinent, qui sont extrêmement puissantes, qui sont libérées sexuellement, qui font absolument ce qu'elles veulent. Donc ça, c'est formidable. C'est aussi écrit en 86 et il y a, je trouve, des réflexions hyper progressistes en fait que je m'attendais pas à trouver, chez un auteur, donc voilà, chez un mec polonais, blanc, dans les années 80, quoi. Enfin, je m'attendais pas à trouver ça, et en fait c'est surprenant. Il y a des petits moments, ça me fait ça m'a fait un peu plaisir. Ça fait yeah, bien joué Sapkowski, tu vois. Question 15, est-ce que j'ai un livre dont l'auteur a les mêmes initiales que moi? Alors, j'ai cherché pendant je sais pas combien de temps mon exemplaire du Hussard bleu de Roger Nimier et je l'ai pas trouvé. Et j'ai envie de dire, est-ce que je l'ai? Bah, where the fuck did I store it? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Donc non, ça j'ai pas, et clairement je vais pas racheter un Roger Nimier parce que je suis pas extrêmement fan. Voilà, ni de sa prose, ni du Hussard bleu, ni quoi, donc tant pis, hein. Question 16, est-ce que j'ai un recueil de nouvelles? Alors j'ai choisi de présenter le tatouage de Junichiro Tanizaki, déjà parce qu'il est tout petit, parce que le tatouage c'est probablement la nouvelle la plus célèbre de Tanizaki. J'ai été hyper contente parce que dans ce tout petit bouquin, c'est un concentré de tout ce qui fait que Tanizaki est Tanizaki. C'est-à-dire une fraîcheur dans l'écriture. Ses tropes habituels sont pratiquement tous là. Oui, donc parce que du coup Tanizaki, il est un peu obsédé, un peu passionné par globalement 3 choses, genre les femmes mystérieuses comme ça, mais sur lesquelles on a quand même une emprise. Ah, voilà, les pieds. Le mec adore les pieds. Il en fout. Partout, il y a plein de nouvelles dont les pieds sont la base. Donc là, on retrouve aussi les pieds. Et bien évidemment, toutes sortes de fluides corporels. Donc du coup, je pense que si vous connaissez pas Tanizaki, si vous avez envie de découvrir cet auteur culte japonais, commencez par le tatouage et autres nouvelles. Question 17, est-ce que j'ai un livre qui fait entre 505 et 510 pages? C'était horrible. Donc finalement, j'ai trouvé Daniel Stein, interprète de Ludmila Utliskaya. Et, parce que du coup, je suis super fière, mais il faut quand même... que j'avoue ma félonie. J'ai triché. Weakness of any kind completely revolts me. J'en avais marre de chercher. À partir de là où il y a écrit fin, on est à la 510e page. J'ai fait comme si la postface et la table des matières, tout ça n'existait pas. Donc c'est de la ville tricherie. Ce bouquin, c'est la biographie de Daniel Stein, donc qui était un religieux juif en Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale et lors du génocide des Juifs.
et il va échapper au camp en se faisant passer pour un Allemand, pour ensuite après se convertir au christianisme, au catholicisme d'ailleurs plus précisément. On va découvrir toute son histoire à travers des artefacts diverses et variés, donc ça va de coupures de journaux à des lettres, à des comptes rendus, etc. Et c'est vraiment fascinant. L'histoire de cet homme est incroyable. Et après, du coup, je suis un petit peu biaisée parce que j'aime tellement tout ce qu'écrit Ulysse-Kaya et que je suis absolument persuadée que cette femme pourrait raconter n'importe quoi, que ça serait passionnant. Donc c'est pas étonnant qu'avec un personnage aussi fou, qu'elle arrive à faire ce bouquin. C'est vraiment génial. Question 18. Est-ce que j'ai un livre qui a été adapté en film ? Alors je me suis posé la question à savoir est-ce que les téléfilms comptaient, est-ce que les films en 2 parties comptaient. Donc finalement je me suis dit que non, qu'on allait rester sur le film tout simple. Du coup j'ai choisi Annihilation de Jeff Vandermeer. Je retiens jamais le nom de ce type. Ce qui est dommage parce que Annihilation, je crois que ça a été l'une de mes meilleures lectures des années passées. J'ai trouvé beaucoup d'avis assez divergents. Il y a beaucoup de gens qui l'ont adoré et il y a plein de gens qui l'ont détesté. Moi, je fais partie de la catégorie des gens forcément qui l'ont surkiffé. Le film a été produit, je crois, par Netflix. Si en soi, le film est graphiquement super intéressant. Je trouve qu'il a absolument rien à voir avec le bouquin. L'histoire, c'est 4 femmes, 4 chercheuses, dont une biologiste qu'on va suivre, donc qui est la protagoniste du roman, qui vont être envoyées pour faire des recherches, des relevés dans une zone mystérieuse qui est en train de s'étendre et dans lesquelles les règles naturelles ne semblent plus vraiment s'appliquer. Quand je l'ai eu dans les mains pour la première fois, j'étais absolument persuadée que ce bouquin était un one-shot et qu'il n'y aurait pas d'autres livres. Il y a eu 2 autres tomes qui sont parus après et qui du coup pour moi n'ont rien à faire là. C'est-à-dire que ce livre se suffit à lui-même. Tout son déroulement, toute son avancée n'est pas là pour donner des réponses à des questions qu'on se pose autour de la zone, autour des choses qui se passent à l'intérieur. Et c'est le problème des autres tomes qui viennent du coup apporter des réponses et qui font parfois un peu artificiels. Il y a des trucs qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe et ça m'a pas vraiment plu. Ce bouquin qui est super court, j'ai eu l'impression en le lisant d'en lire tellement plus que si j'en avais lu 500 pages. Il est vraiment chelou, les descriptions sont cheloues, les relations entre les personnages sont chelous, les trucs qu'on nous décrit sont hyper chelous, tout est chelou. Et ça lui donne un charme fou. Je le rapproche volontiers, et peut-être de manière abusive, de Stalker des frères Strugatsky, mais ces histoires de zone où il se passe des trucs chelous, où on comprend genre the bee à ce qui se passe, voilà, pour moi ça me le rappelle. On frise souvent là-dedans le conte philosophique. Je l'aime fort. Question 19. Est-ce que j'ai un roman graphique ? Oui, sans trop de difficultés, j'ai choisi mon préféré. Donc, Dans les bois d'Emily Carroll. En plus, ça tombe bien, hein, voilà, c'est bientôt le Halloween, ça fait bientôt tout la peur, etc., etc. Ce bouquin, oui, il fait relativement flipper. C'est une série de petites histoires horrifiques où il se passe des trucs dégueulasses aux gens, où ils se font attaquer par des trucs chelous et où il y a des machins qui rôdent dans le noir. Voilà. Hop. Voilà par exemple ce que vous allez pouvoir trouver dedans. Une horreur qui est basée effectivement sur les trucs qui sont tapis dans l'ombre et qui te regardent, mais aussi sur les déformations corporelles. Il y a certaines planches qui m'ont limite fait penser à Junji Ito, pas forcément dans le détail, mais sur genre les yeux, les bouches qui s'agrandissent démesurément, où il y a des trucs chelous qui en sortent, et j'avais pas mal kiffé. En plus je l'avais trouvé pas très cher sur le Bon Coin, donc yes. Question 20 et dernière question. Est-ce que je possède un livre qui a plus de 2 auteurs ? Alors, bon, j'ai choisi Il est difficile d'être un dieu d'Arkady et Boris Strugatsky. Je les ai cités tout à l'heure en parlant de Stalker, donc un film qui a été adapté par Andrei Tarkovsky. Et Il est difficile d'être un dieu, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je me pointe dans la librairie où je suis tombée là-dessus. Le nom m'a fait le tilt, le titre du livre, non. Donc je me suis dit, autant essayer vu que j'ai adoré Stalker. Ça a l'air pas mal. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Du coup, je vais vous laisser et je vais ranger tout ce bordel de livres que j'ai sorti de mes étagères.
Ou peut-être que juste je les laisserai en vrac dans un coin et je ferai genre que non, je n'ai pas vu cette pile atroce de bordel qui s'accumule. C'est une possibilité et tout est possible. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, des bouquins que j'ai présentés si ça vous tente, mais également de tout le setup, quoi. Genre son, image, tout ça, parce que comme du coup je débute, je suis toujours en train d'essayer de m'adapter, d'essayer de fournir la meilleure qualité possible. Voilà. En revanche, pas de réflexion sur cette beauté qui est mon visage, parce que je ne pourrais rien y changer. Bien heureusement. À bientôt!